Injustice, injustice sur injustice. Jusqu'à quand allons-nous tenir? Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Pauline, Daniel Cohn-Bendit ne sera pas ministre à la place de Nicolas Hulot. Il l'a donc annoncé lui-même hier soir. Oui, au terme d'un feuilleton médiatique savamment entretenu, il a fini par en convenir en direct chez nos confrères de LCI après s'être entretenu avec le président de la République en personne. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. Il est pour trouver un nouveau consensus en France. Regardez un peu, les gilets jaunes, ils sont aussi malins ou aussi contre les politiques. Ou pour travailler 40 heures, sans heures sup. Parce qu'il faut faire ça pour répondre aux commandes, on va gagner des parts de marché. La réduction du temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35 heures, c'est du baratin pour quelqu'un qui a 30 ans. Une dernière pour la route, c'est Cédric qui vous pose la question, taquine. Dis-moi, Dany, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barricade? Écoute, moi je te dis une chose. D'abord, je lui dis, c'est Cédric, hein. Camarade Cédric, je suis allergique au jaune. Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas mettre quelque chose de jaune. Peut-être les gens comprendront. L'étoile jaune, j'imagine. Exactement. Mais d'où tu sors, d'où tu parles, c'est qui t'a élu, toi? Tu parles d'où? Personne ne m'a élu. Alors pourquoi tu te permets sur le... Pourquoi tu te permets quand on met quelqu'un en cause, il a le droit de répondre. Mais aujourd'hui, et qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire, que s'il y a des gilets jaunes qui veulent négocier et qu'ils ne vont pas parce qu'ils ont peur pour leur vie, je vous dis, le type de société qui peut émerger de ces tendances, moi ça me fait peur. On n'est pas dans une période révolutionnaire, il faut pas arrêter de trucs, mais on est dans une période de tentation autoritaire. Enfin Romain, comment on va faire avec Macron? Il faut qu'on prenne une décision, on va pas comme ça repousser, on le fait ou on le fait pas, comment on fait, où on tourne. L'équilibre, ça sera 10 minutes ou 15 minutes parce que toi, tu veux discuter avec Emmanuel. Mais et alors? Eh ben, tu rencontres le président. Et donc, 50 ans après 68, la seule chose que je ne fais pas maintenant, c'est de ne pas aller voir le président. Non, ce que tu pourrais faire, c'est le rencontrer dans un café. Est-ce que vous portez le gilet jaune, vous aussi? Est-ce que vous les soutenez? Parce que, oui, est-ce que vous les soutenez? Évidemment que je ne porte pas le gilet jaune. En revanche, les soutenir, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut... On sent votre colère, vous dites les gilets jaunes. Et encore une fois, on ne vous a pas beaucoup entendu sur le sujet. Les gilets jaunes, c'est un vrai mouvement social au départ, mais il est animé par des passions mortifères. Pourquoi ? Cette fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés place de l'Indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovych. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites. J'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé et très profondément libéral. Quand vous bloquez le rond-point, quand vous obligez les gens à montrer patte jaune, quand ils ne montrent pas le gilet jaune, ils ne passent pas. Pardon, mais je n'ai pas besoin de discuter, je sais à qui j'ai affaire. J'ai affaire à des factieux, j'ai affaire à des gens qui ne partagent plus mon idéal républicain. Donc... Et je finis, un truc qui me fait marrer quand même, de voir Bernard-Henri Lévy soutenir des manifestants qui sont encadrés par des néo-nazis. Là, je dois dire que... Encadrés. Alors, moi, excuse-moi, et armés par des néo-nazis. On ne peut pas oublier qu'en Ukraine aussi, le parti Svoboda a été en première ligne sur le Maïdan dès le début. Au dernier étage de l'hôtel de ville, voici l'homme qui s'assoit dans le fauteuil du maire de Kiev. Un militant d'extrême droite cagoulé est recherché, dit-il, par la police. Vous savez, en première ligne, ça veut dire quoi? Ces hommes appartiennent à Secteur Droit, mouvement d'extrême droite en première ligne de la contestation. Ils ne dirigent pas la ville, mais ont fait de la mairie leur nouveau quartier général. Un étage plus bas, l'entrée de leur bureau est très explicite avec ses nombreuses croix gammées. À l'intérieur,
inscription nazie. Nous sommes priés d'aller voir ailleurs. Ne filmez pas, ok? Il y a moins d'extrême droite en Ukraine qu'en France. Vous avez bien conscience qu'avec ce coup de colère, vous imaginez ce qu'on va dire. Ah, Bernard-Henri Lévy, qui incarne cette élite, au bon sens du terme, peut-être culturelle, intellectuelle de ce pays, du haut de son savoir, eh bien, c'est très facile pour lui de critiquer ceux qui sont en bas, ceux qui essayent de se faire entendre. Attendez, oui, ben, dans un peuple, il y a aussi des intellectuels, pardonnez-moi. Cette fois encore. Moi, je sais, par exemple, parce que je connais l'histoire de France, je sais que l'idée qu'on entend aujourd'hui, que la démocratie, c'est le peuple souverain, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est pas ça. Non. Et le référendum d'initiative citoyenne? Mais je suis absolument contre. Regardez l'exemple. Merci l'Ukraine! Merci l'Ukraine! Bref, oublions, parce que j'ai lu Jean-Luc Mélenchon. L'Ukraine, cette fois-ci, c'est un putsch. Il s'agit de valider un coup de force dont l'unique contenu est l'hostilité à la Russie. Formidable coming out de Mélenchon. Après Castro, Chavez, Maduro, Yanukovych et Poutine, maintenant il a trouvé son orientation. Je hais les masses. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Parce que Monsieur Résistance, Monsieur la Révolte, en fait, maîtrise le peuple et le mouvement. C'est vrai que quand un peuple se lève, tout n'est pas très clair et le peuple doit trouver aussi son orientation. Mais quand le peuple ukrainien refuse une union douanière avec la Russie et lui préfère un accord d'association avec l'Union européenne, eh bien, on peut le comprendre. Parce que... C'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne?